Un Boeing 777 remet les gaz après une décision très tardive des pilotes. Le puissant avion pointe lentement son nez vers le ciel, mais quelque chose ne va pas, et alors que le train d'atterrissage est rentré, l'avion commence à tomber vers la piste en contrebas. Que se passe-t-il? Restez avec nous. Cet accident fait partie de ceux où les experts de salon ont été très rapides à désigner un responsable, et c'est parce qu'il semblait dès le départ très clair ce qui s'était passé et qui était en cause. Mais comme toujours, quand on creuse un peu plus, cela devient bien plus compliqué. Le 3 août 2016, vers 7h30 UTC, les pilotes du vol 521 d'Emirates Airlines se préparaient pour une arrivée standard à leur base principale à Dubaï. Ils approchèrent de la fin d'un vol de 3h30 entre l'aéroport international de Trivandrum en Inde et l'aéroport international de Dubaï aux Émirats arabes unis. Derrière les deux pilotes, 16 membres d'équipage s'occupaient des 282 passagers à bord. Le commandant de bord, 34 ans, était le pilote en fonction et s'apprêtait à informer son copilote de l'approche prévue à Dubaï. Malgré son jeune âge, il était très expérimenté avec un peu moins de 7500 heures de vol au total, dont un peu plus de 5000 heures effectuées sur le Boeing 777, le même avion qu'ils utilisaient ce jour-là. Son copilote, pilote chargé de la surveillance sur ce vol, avait 37 ans, près de 8000 heures de vol au total, mais seulement environ 1300 sur le 777. Les deux pilotes étaient reposés et de bonne humeur. Ils avaient bien dormi avant, et ce vol prévu à une heure convenable le matin rendait le décalage horaire et la fatigue négligeables. Le copilote écoutait attentivement le briefing du commandant. C'était sa première fois avec ce commandant de bord, qui était très sympathique et gérait très bien la dynamique dans le cockpit. Le commandant avait suivi les conseils du copilote et la gestion des ressources de l'équipage se passait très bien. Bref, tout se passait bien au travail. Les pilotes venaient d'avoir les dernières infos météo de l'aéroport de Dubaï et semblèrent devoir faire une approche RNP sur la piste 12 gauche, l'ILS n'étant pas utilisée ce jour-là. Une approche RNP repose sur les systèmes GPS internes de l'avion et doit être préparée et expliquée lors du briefing. La météo semblait globalement agréable avec un ciel dégagé, mais il faisait vraiment chaud à Dubaï, presque 49 degrés Celsius, soit 120 degrés Fahrenheit, avec des vents variables et en rafales venant de différentes directions. En raison de ces vents, une alerte de cisaillement du vent avait également été émise pour toutes les pistes de Dubaï au moment où l'avion devait arriver. Le cisaillement du vent, soit un changement soudain de direction ou de vitesse du vent, peut être dangereux pour les avions car il modifie la vitesse indiquée et donc les performances de l'appareil. Les cisaillements du vent sont souvent liés aux orages, mais ce jour-là, à Dubaï, une autre cause expliquait ce phénomène. Le vent qui affecte l'aéroport de Dubaï est normalement causé par les conditions météorologiques existantes, mais il peut parfois aussi être influencé par un autre phénomène météorologique appelé la brise de mer. La brise de mer se forme lorsque l'air au-dessus de la Terre est réchauffé par le soleil et commence à s'élever. Cet air est ensuite remplacé par de l'air plus frais venant de la mer, ce qui provoque un vent soufflant de la mer vers la Terre. Ici, la brise de mer commençait à dominer le vent habituel, ce qui faisait se rencontrer deux directions de vent au-dessus de l'aéroport, provoquant un cisaillement potentiel. Les pilotes ont discuté de l'avertissement et le commandant a expliqué à son copilote qu'il pourrait devoir exécuter une manœuvre d'échappement au cisaillement du vent. Cette manœuvre est essentielle pour tous les pilotes car elle doit être exécutée immédiatement et avec précision si un cisaillement de vent est détecté. Dans cette manœuvre, les pilotes doivent immédiatement appliquer la pleine poussée et appuyer sur les boutons TOGA sur les manettes de poussée. Ensuite, ils doivent cabrer l'avion jusqu'à une assiette prédéterminée. En général, environ 15 degrés. Il ne faut pas changer la configuration de l'avion avant de s'assurer qu'ils sont sortis du cisaillement du vent. Ceci permet à l'avion de s'éloigner rapidement du relief et protège l'appareil en cas de contact des roues. Le Boeing 777 qu'il pilotait avait deux systèmes d'alerte pour le cisaillement de vent. Un système prédictif relié au radar météo, capable de détecter un cisaillement de vent devant l'avion, et un système réactif relié au système amélioré d'alerte de proximité du sol. Ces deux systèmes étaient inhibés si l'avion se trouvait à moins de 50 pieds au-dessus du sol. Que le commandant ait revu cette procédure avec son copilote montrait son professionnalisme et son respect des procédures de la compagnie.
Faire cela améliore la conscience situationnelle partagée et la préparation face à cette menace perçue, et c'est quelque chose que nous essayons toujours de faire si l'on peut anticiper quelque chose d'inhabituel. Après avoir révisé la manœuvre d'évitement du cisaillement de vent, le commandant de bord a poursuivi son briefing sur l'approche. Ce briefing comprenait la façon dont il allait exécuter la procédure de remise des gaz, ce qui incluait de rentrer les volets à 20 et de monter tout droit jusqu'à 3000 pieds. Maintenant, il est important de discuter ici de la façon dont Emirates Airlines formait ses pilotes à exécuter une remise des gaz. La compagnie exigeait que toutes les approches se fassent avec l'automanette activée. L'automanette régule la poussée des moteurs et s'assure que la poussée est correctement réglée pour chaque phase de vol, soit en essayant d'atteindre une vitesse spécifique, soit un taux de montée ou de descente particulier. L'utilisation de l'automanette réduirait la charge de travail du pilote en fonction et aiderait à régler correctement la poussée de remise de gaz pendant la remise de gaz. Toute la formation sur simulateur des pilotes s'était déroulée en configuration normale, avec l'automanette disponible et prête à l'emploi. Chaque fois que les boutons Toga étaient actionnés, l'automanette fonctionnait normalement. Les boutons Toga sont deux boutons placés sur les leviers de poussée. Ils signifient décollage et remise de gaz, et si on les presse, ils ordonnent à l'automanette, au directeur de vol et parfois au pilote automatique d'activer certains réglages pour le décollage, la remise de gaz ou en cas de cisaillement du vent. Le commandant de bord avait aussi suivi une formation spécifique sur simulateur dans le cadre du programme récurrent d'Emirates. Cela comprenait des remises de gaz après l'atterrissage, mais cette formation s'était faite avec l'automanette déconnectée, donc la poussée devait être réglée manuellement. Lors de ces exercices, l'utilisation manuelle de la poussée de remise de gaz était expliquée à l'avance dans le cadre de l'exercice, et les pilotes y étaient très bien préparés. Dans le manuel de la compagnie aérienne, la manœuvre de remise de gaz elle-même comportait un texte indiquant que les deux pilotes devaient vérifier que la poussée de remise de gaz était bien réglée après l'initiation de la manœuvre. Mais il n'y avait aucune annonce associée pour vérifier que la poussée avait effectivement été réglée. De plus, les changements d'indication du mode de vol habituellement annoncés ne devaient pas l'être sous 200 pieds car cela était jugé distrayant. Il y avait une petite note dans le manuel de formation de l'équipage de conduite et dans les manuels FCOM expliquant que l'automanette ne serait pas disponible après l'atterrissage et tant que l'avion était au sol. Ce point n'était pas vraiment souligné durant la formation initiale ou les recyclages. Après la fin du briefing, les pilotes ont demandé la descente et le contrôleur aérien leur a donné l'autorisation de commencer à descendre vers l'aéroport. En descente, les pilotes ont évoqué leurs expériences passées de cisaillement du vent. Le commandant a précisé en avoir vécu un à Dubaï quelques mois auparavant. Cela avait simplement semblé être une brusque accélération, les amenant à faire une remise de gaz normale. Pendant la descente, le commandant de bord pensait également à un autre phénomène qu'il avait récemment expérimenté lors d'un atterrissage dans de telles conditions de chaleur, un phénomène appelé les ascendances thermiques. Les ascendances thermiques sont des poches d'air chaud qui s'élèvent depuis les surfaces chaudes telles des ballons. Vous les avez probablement tous déjà vues lors des journées d'été, elles ont tendance à créer des tourbillons de poussière et des rafales de vent soudaines, et ce sont aussi ces ascendances thermiques que les oiseaux et les planeurs utilisent pour prendre de l'altitude. Les ascendances thermiques se forment souvent au-dessus des pistes et peuvent causer des effets comparables à un cisaillement de vent positif à l'atterrissage. Les ascendances thermiques et légers cisaillements de vent étant courants à Dubaï, le commandant de bord, expérimenté dans ces phénomènes, pensait qu'il n'aurait que peu d'impact. La performance d'approche a été calculée avec les volets à 30 et un ajout de 5 nœuds de vent, donnant une vitesse d'approche de 152 nœuds et une vitesse de référence à l'atterrissage de 147 nœuds. La piste 12 gauche à Dubaï mesure 3600 mètres de long, donc les pilotes ont calculé que la performance à l'atterrissage ne poserait pas de problème, même si le vent venait à tourner en vent arrière de 10 nœuds, ce qui pouvait arriver assez souvent. À 8h17, le vol Emirates 521 est passé les 16 000 pieds en descente et le copilote est entré en contact avec le contrôleur d'approche de Dubaï. Le contrôleur a informé l'équipage qu'ils recevraient des vecteurs pour l'approche RNP sur la piste 12 gauche comme prévu. L'avion a continué sa descente selon les instructions du contrôleur, mais ce que les pilotes ne savaient pas, c'est que deux avions devant eux venaient tout juste de remettre les gaz sur la piste 12 gauche à cause des conditions de vent qu'ils avaient rencontrées. Cette information n'a pas été entendue par l'équipage lorsqu'ils ont commencé à recevoir les derniers vecteurs vers l'axe final, car l'équipage était encore en communication avec le contrôleur d'approche et les remises de gaz avaient toutes deux été signalées sur la fréquence de la tour.
Si les pilotes avaient entendu cela, il est probable qu'ils auraient été un peu plus vigilants au moment de leur propre approche et atterrissage par la suite. Les pilotes ont reçu la confirmation cabine sécurisée du chef de cabine et entament la préparation finale pour l'atterrissage. Avant de passer à la séquence de l'accident, je souhaite partager un message de mon sponsor. Pensez à me soutenir en les soutenant. Merci à notre partenaire dans cette vidéo, NordVPN. En changeant votre localisation virtuelle en un seul clic, Nord vous permet d'accéder à Internet depuis des serveurs proxy situés partout dans le monde. Vous pouvez ainsi accéder aux versions de sites web et services de streaming d'autres pays. Donc, avec Nord, si vous voyagez à l'étranger et qu'un site web spécifique n'est pas disponible dans le pays où vous vous trouvez, il vous suffit d'ouvrir la carte, de cliquer sur votre localisation d'origine et vous serez connecté en quelques secondes. C'est aussi simple que ça. Vous avez le choix entre plus de 5000 serveurs dans 59 pays. Par exemple, si vous souhaitez utiliser Skype ou YouTube dans des pays où ces services ne fonctionnent pas, alors NordVPN vous aidera en changeant votre adresse IP et en redirigeant votre trafic Internet via un serveur distant situé dans un pays où cela fonctionne réellement. Vous profiterez de vitesses Internet incroyables et pourrez regarder des contenus en streaming en toute sécurité, même lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi public, où que vous soyez dans le monde. Alors profitez d'une offre exclusive NordVPN sur nordvpn.com/pilot et rappelez-vous que vous n'avez rien à perdre puisque Nord propose une garantie de remboursement de 30 jours. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Poursuivons. Les pilotes du vol Emirates 521 approchèrent de l'aéroport. Ils ont sorti les volets et fini la checklist d'approche quand le contrôleur leur a donné le dernier cap et autorisé l'approche RNP piste 12 gauche. À 8h34, le commandant a demandé la sortie du train d'atterrissage et les volets à 30. Le copilote a complété la dernière partie de la checklist d'atterrissage, tandis que le commandant de bord armait les spoilers. L'avion était alors stabilisé et prêt à atterrir. Ils étaient bien au-dessus de le seuil des 1000 pieds à l'atterrissage comme stipulé par la compagnie et tout semblait parfaitement normal. Le contrôleur d'approche les a transférés à la tour de Dubaï et, sur cette fréquence, 2 Boeing 777 qui venaient juste d'atterrir devant l'avion n'avaient signalé aucun problème. C'est sans doute pourquoi le contrôleur de la tour n'a pas évoqué les remises de gaz précédentes. Le vol 521 s'est annoncé sur la fréquence et à 8h36, le contrôleur de la tour a autorisé l'atterrissage sur la piste 12 gauche avec un vent de surface de 340 degrés à 11 nœuds. Il faisait désormais face à un vent arrière de 10 nœuds, mais comme déjà mentionné, cela restait bien dans les capacités d'atterrissage de l'avion. Une chose que les contrôleurs voyaient sur leur instrument mais n'ont pas signalé à l'équipage, c'est que les indicateurs de vent sur la piste opposée montraient également à peu près la même quantité de vent arrière, ce qui signifiait que le vent soufflait maintenant des deux directions vers le centre de la piste. Ce n'était pas une information à transmettre obligatoirement, mais cela indiquait que les conditions de vent au-dessus de la piste pouvaient devenir délicates. À 8h38 et 10 secondes, l'avion descendait à 930 pieds quand le commandant a déconnecté le pilote automatique pour piloter manuellement la fin de l'approche, tout en laissant l'automanette engagée selon les procédures de la compagnie. À ce moment, l'automanette était en mode vitesse, permettant au commandant de la déplacer librement tout en restant armé pour une remise de gaz via les boutons TOGA. Alors que l'avion descendait à 750 pieds, le vent a commencé à passer devant, de face à vent arrière. L'avion a continué à descendre avec un taux de descente d'environ 700 pieds par minute et lorsqu'ils ont passé 450 pieds, où l'annonce automatique Minimum a été faite, le commandant a dit atterrissage et le copilote a répondu vérifier. La vitesse affichée était de 156 nœuds, baissant vers la cible de 152, restant dans les critères d'approche stabilisés. Lorsque l'avion est descendu en dessous de 190 pieds, le copilote a annoncé 60 nœuds de vent arrière, ce que le commandant de bord a confirmé. C'est beaucoup de vent arrière, mais c'est le vent signalé par la tour de contrôle qui détermine si nous pouvons atterrir. Le vent arrière peut vite disparaître en descendant. Seul le vent de surface influencera nos performances à l'atterrissage. À 115 pieds, le copilote a annoncé une réduction à 13 nœuds en référence au vent arrière et le commandant de bord a répondu « reçu ». Cela a ensuite été suivi par l'annonce du GPWS « 100 ». Quelques secondes plus tard, l'avion a franchi le seuil à 54 pieds, plus ou moins exactement sur le profil. Mais comme le vent arrière diminuait maintenant, la vitesse indiquée a commencé à augmenter.
Et par conséquent, l'automanette a commencé à réduire la poussée au ralenti afin d'essayer de maintenir la vitesse commandée de 152 nœuds. Au cours des 4 secondes suivantes, le GPS annonce 50, 40, 30, 20, 10... Nous, les pilotes, utilisons ces annonces d'altitude radio pour juger du moment où nous devons commencer la ressource et dans le Boeing 777, tout comme dans le Boeing 737, la ressource doit normalement être initiée à environ 30 pieds. Mais ici, le commandant de bord a plutôt commencé sa ressource un peu plus tôt, vers 40 pieds. Il est utile d'expliquer la procédure d'atterrissage que nous, pilotes, suivons et où nous devons regarder pendant l'atterrissage. Pendant la première partie de l'approche, le pilote en fonction regardera principalement les instruments à l'intérieur. Mais dès que nous avons un contact visuel avec la piste, et certainement en dessous des minimums, nous regarderons de plus en plus à l'extérieur, mais en continuant de balayer les instruments pour vérifier que tout va bien. Mais lorsque nous passons au-dessus du seuil, nous devrions regarder à l'extérieur et vers l'extrémité opposée de la piste. Si nous faisons cela, nous pourrons utiliser notre vision périphérique pour juger de la vitesse à laquelle l'avion descend et ajuster l'assiette de l'avion en conséquence afin de nous assurer d'atterrir correctement. Cela signifie qu'à ce moment-là, le pilote en fonction ne surveillera plus du tout les instruments, du moins pendant les dernières secondes avant le toucher des roues, mais le pilote qui assure la surveillance, lui, continuera à les surveiller et devra signaler toute anomalie qu'il ou elle pourrait rencontrer. Nous visons toujours à atterrir au centre de la zone de toucher des roues, qui est marquée par 2 larges bandes blanches généralement situées à hauteur des feux papy, à environ 300 mètres du seuil de piste. Avant et après ces marquages, d'autres plus étroits signalent le début et la fin de la zone de toucher des roues. Et si nous constatons que, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas faire atterrir l'avion à l'intérieur de la zone de toucher des roues, nous devons remettre les gaz, car sinon nous risquons de ne pas pouvoir arrêter l'avion. Le Boeing 777 était également équipé d'un système d'alerte qui calculait leur position au-dessus de la piste. Et si ce système détectait qu'ils avaient survolé 33% ou plus de la piste, sans toucher la piste, il émettait une alerte d'atterrissage trop long, ce qui signifiait également une remise des gaz obligatoire pour les pilotes. Comme le commandant de bord a amorcé la ressource un peu trop tôt et que sa vitesse était un peu élevée, l'avion a également commencé à arrondir un peu trop tôt, ce qui signifie qu'ils utilisaient maintenant un peu plus de pistes que d'habitude. Dans le cadre de la ressource, il a doucement augmenté l'assiette de 0 degré à environ 2,6 degrés et le taux de descente est passé de 700 pieds par minute à environ 350 pieds par minute afin de préparer l'atterrissage. Environ 4 secondes après avoir franchi le seuil, l'avion a dépassé la marque des 300 mètres à une altitude de 25 pieds et une vitesse de 158 nœuds. L'automanette a alors changé de mode, passant de la gestion de la vitesse à la position ralentie, comme cela était prévu à cette altitude, ce qui signifie qu'elle maintiendrait désormais la poussée au ralenti pendant l'atterrissage. 2 secondes plus tard, l'avion était encore à 13 pieds avec une vitesse réduite à 153 nœuds. Mais à ce moment-là, le vent a soudainement changé, passant d'un vent arrière à un vent de face. Et lorsque cela s'est produit, la vitesse indiquée a commencé à augmenter. Il s'agissait probablement du cisaillement de vent dont nous avons parlé précédemment, mais il était très subtil, inférieur au seuil nécessaire pour activer les systèmes d'alerte à bord. De toute façon, ces systèmes d'alerte étaient inhibés puisque l'avion se trouvait en dessous de 50 pieds. Le commandant de bord a réagi à ce changement soudain de vent en mettant un peu d'aileron droit pour contrer un léger roulis provoqué par le vent, et il a murmuré « thermique », ce à quoi le copilote a répondu « bien reçu ». L'avion planait maintenant à environ 2 pieds au-dessus de la piste avec une vitesse de 165 nœuds en raison de l'augmentation soudaine du vent de face, mais il ne descendait pas. Quand cela arrive, nous, les pilotes, disons que l'avion flotte et, étant donné la vitesse élevée à laquelle l'avion volait encore, il consommait maintenant beaucoup de pistes très rapidement. Le commandant de bord s'en est bien sûr rendu compte et a essayé de corriger la situation en poussant doucement le nez vers l'avant à plusieurs reprises pour tenter de poser l'avion, mais cela ne semblait pas fonctionner. Ce qui s'est passé cependant, c'est que lorsque le commandant de bord a contré le vent avec l'aileron droit, le train principal droit a momentanément touché la piste. Les capteurs de poids sur roue et le capteur de redressement de ce train d'atterrissage l'ont détecté. Quand cela est arrivé, le spoiler s'est brièvement déployé avant que le train d'atterrissage, en quittant le sol et en s'inclinant, le remette en mode armé.
Dans les 6 secondes suivantes, les deux trains principaux ont signalé un contact des roues et le spoiler s'est partiellement activé 2 fois, sans que les pilotes, concentrés sur l'extérieur pour évaluer un atterrissage de plus en plus long, ne le remarquent. Le fait qu'ils n'aient pas remarqué les touchés des roues signifiait également que les deux pilotes étaient convaincus que l'avion était encore entièrement en vol. Et cela est très important pour ce qui va se passer ensuite. Ils avaient maintenant survolé plus de 1000 mètres de la piste et le commandant de bord a estimé qu'ils ne seraient plus en mesure d'atterrir en toute sécurité dans la zone de toucher. Il a donc décidé de remettre les gaz, appuyer sur les boutons TOGA, annoncer la manœuvre et commencer à cabrer doucement l'avion pour monter. Sachant qu'il était près du sol, il faisait attention à éviter que la queue ne touche la piste. Cela a sans doute monopolisé son attention et la charge de travail a sûrement augmenté rapidement. Le problème était que lorsqu'il a appuyé sur les boutons TOGA, cela n'avait pas activé l'automanette. L'automanette était inhibée parce que l'avion a détecté qu'il était soit en dessous de 2 pieds pendant plus de 3 secondes, soit au sol, exactement comme il était conçu pour le faire. Cela signifiait que la poussée était toujours au ralenti et cela était indiqué sur les indicateurs de mode de vol devant les deux pilotes. Le commandant de bord gardait sa main droite sur la manette des gaz, mais curieusement, il n'a pas remarqué que la poussée n'augmentait pas. Comme déjà mentionné, toute sa formation lui faisait compter sur l'automanette pour régler la poussée de remise de gaz. Dans ces circonstances, en raison de la charge de travail et de sa concentration sur l'évitement d'un toucher de queue, il n'a pas remarqué que les manettes des gaz ne bougeaient pas. Juste après le début de la remise de gaz, l'annonce « atterrissage long » a retenti dans le cockpit, confirmant au pilote qu'il prenait la bonne décision. Le commandant de bord a cabré l'avion jusqu'à une assiette d'environ 7,5 degrés et a demandé les volets 20. Le copilote a immédiatement réagi et a sélectionné les volets en position 20, ce qui a été fait en 2,5 secondes après la demande du commandant de bord. L'avion a commencé à monter en s'éloignant de la piste et, à 47 pieds d'altitude, le copilote a annoncé « Vario positif », invitant le commandant à rentrer le train d'atterrissage selon la procédure. La vitesse était de 153 nœuds et baissée, le commandant a répondu « Rentrez le train ». Toutes ces étapes se sont déroulées très vite, signe d'une manœuvre bien maîtrisée. Mais, point crucial, les deux pilotes avaient oublié de vérifier la poussée de remise des gaz. Probablement dû à une confiance excessive dans l'automanette et à un manque de surveillance du FMA et des systèmes. L'avion a continué à monter au-delà de 70 pieds avec une vitesse désormais de 135 nœuds, bien en dessous de la vitesse d'approche sécuritaire et, en l'absence de toute poussée moteur, il continuait à décélérer rapidement. À ce moment-là, le contrôleur aérien de la tour a vu l'avion cabrer et a décidé de les appeler pour modifier l'altitude de remise des gaz de 3000 à 4000 pieds. Cette instruction a été répétée par le copilote, qui a également tendu la main pour modifier l'altitude sur le panneau de contrôle de mode, ce qui l'a probablement encore plus distrait, lui et le commandant de bord, de la situation critique dans laquelle il se trouvait désormais. 2 secondes plus tard, l'avion a atteint son altitude maximale de 85 pieds. À ce moment-là, la vitesse était insuffisante pour permettre à l'avion de continuer à monter, surtout avec la traînée supplémentaire causée par les portes du train d'atterrissage désormais ouvertes, qui avaient été actionnées pour faciliter la rentrée du train. La vitesse était de 100 nœuds. Quand le commandant de bord a vu la faible vitesse, il a pensé qu'ils étaient dans un cisaillement de vent. Il a crié « Cisaillement de vent, TOGA !» et au même moment, le premier avertissement GPWS « Ne descendez pas !» a retenti dans le cockpit. Le commandant a finalement mis les manettes de poussée à fond en appuyant une seconde fois sur les boutons TOGA. C'est sans doute à ce moment qu'il a remarqué pour la première fois que les manettes de poussée étaient toujours au ralenti. L'avion a réagi comme prévu et les moteurs ont commencé à monter en régime, mais il faut jusqu'à 6 secondes pour que les deux énormes moteurs Rolls-Royce Trent 800 accélèrent du ralenti à pleine puissance. Et c'est du temps qu'ils n'avaient plus. L'avion a commencé à descendre à 800 pieds par minute quand le copilote a dit « Vérifiez la vitesse » et une alerte a retenti. Vitesse basse Et ne descendez pas. Émise par l'appareil. La vitesse était maintenant de 128 nœuds et le commandant de bord a augmenté l'assiette à 9,2 degrés afin d'essayer de reprendre de l'altitude et d'éviter le crash désormais inévitable. À 8h37 et 38 secondes, soit 18 secondes après l'initiation de la remise de gaz et 3 secondes après que les moteurs aient été mis à pleine puissance, l'avion s'est écrasé sur la piste 12 gauche à Dubaï. L'arrière du fuselage a touché le sol en premier, suivi du train principal partiellement rentré et du moteur droit.
Cela a provoqué la séparation du moteur de l'avion et un incendie s'est déclaré dans le pylône du moteur droit ainsi que sous le moteur gauche et dans le puits du train d'atterrissage. L'avion a glissé sur la piste en tournant lentement dans le sens horaire vers la droite jusqu'à s'immobiliser à environ 70 mètres à droite de l'axe central de la piste, orienté à environ 250 degrés. Mais cette histoire n'est pas terminée. À 9h39 et 4 secondes, le commandant de bord a transmis un appel Mayday à la tour pour les informer qu'il procédait à l'évacuation de l'avion. Environ 1 minute plus tard, les pilotes ont réussi à retrouver la checklist d'évacuation qui avait été projetée sur le plancher du cockpit lors de l'impact et ils ont commencé à suivre les différentes étapes. En arrière, une panique totale s'était déjà déclenchée, ce qui était compréhensible. Une épaisse fumée avait commencé à envahir la cabine depuis le puits du train d'atterrissage, créant ainsi une véritable barrière entre l'avant et l'arrière de l'appareil. Les passagers avaient quitté leur siège dès l'immobilisation de l'appareil et, malheureusement, la plupart prenaient aussi leur bagage à main avec eux. Cela a entraîné un retard important dans le processus d'évacuation. L'équipage de cabine faisait un travail héroïque en essayant de communiquer entre eux, en demandant aux passagers de bien vouloir laisser leurs affaires et en gérant l'évacuation. Ils ont alors commencé à ouvrir les issues de secours, mais en raison des rafales de vent à l'extérieur, plusieurs toboggans se sont rabattus le long du fuselage, les rendant inutilisables. D'autres toboggans avaient été endommagés lors de l'accident et étaient également devenus inutilisables. Et chaque fois qu'un nouveau toboggan d'évacuation se révélait inutilisable, l'équipage de cabine devait alors bloquer cette issue et rediriger les passagers vers la suivante. Un véritable effort herculéen compte tenu des circonstances de fumée, de chaleur et de panique. L'équipage de cabine a fait un travail fantastique ce jour-là et leur formation, leur communication et leur travail d'équipe ont probablement sauvé de nombreuses vies. Dehors, les pompiers étaient arrivés et avaient commencé à éteindre l'incendie. Le travail d'extinction et de secours n'était pas très organisé et plusieurs pompiers ont souffert de problèmes liés à la chaleur en raison de la charge de travail et des près de 50 degrés de température dans lesquels ils devaient intervenir. En tant qu'ancien pompier d'aéroport moi-même, je peux tout à fait comprendre cela, compte tenu de la quantité d'équipements et de vêtements qu'ils portaient. 9 minutes et 40 secondes après l'arrêt complet de l'avion, les 100 kg de carburant restants dans le réservoir central ont explosé sous la chaleur de l'incendie. Un grand morceau de la peau de l'avion, arraché de la partie supérieure de l'aile droite, a malheureusement tué un pompier à proximité. Ce pompier est devenu la première et unique victime mortelle de cet accident, car tous les passagers et l'équipage ont pu s'échapper de l'avion. Seul le commandant de bord et un membre d'équipage expérimenté, muni d'équipements respiratoires, étaient encore à bord lorsque le réservoir central a explosé et fouillait l'avion pour vérifier qu'aucun passager n'avait été oublié. L'explosion du réservoir a soulevé le plancher et déclenché un incendie majeur, forçant le commandant et un membre d'équipage à sauter par une issue avant sur un toboggan détaché. 21 passagers, un pilote et 6 membres d'équipage de cabine ont été légèrement blessés et 4 membres d'équipage de cabine ont été grièvement blessés dans cet accident. L'enquête a débuté aussitôt et les enregistreurs de vol et de conversation du cockpit ont été retrouvés dans l'épave. Ces éléments, ainsi que les témoignages des pilotes, des membres d'équipage de cabine, des passagers et des contrôleurs aériens, ont rapidement permis de dresser un tableau clair de ce qui s'était passé. La cause de l'accident a été jugée comme étant le fait que la remise des gaz a été effectuée jusqu'à 3 secondes avant l'impact, avec les manettes de poussée et donc aussi les moteurs au ralenti. Le manque de poussée a empêché l'avion de monter, ce qui l'a fait redescendre sur la piste. Les pilotes n'ont pas vu que les interrupteurs TOGA étaient inhibés, sans doute car ils ignoraient que le train principal avait touché la piste et comptaient uniquement sur l'automanette pour la pousser. Conformément à la formation qu'ils avaient reçue, ceci est en fait un excellent exemple où plusieurs aspects de la formation des pilotes, des procédures opérationnelles et de la personnalité du pilote se rejoignent pour mettre en évidence des lacunes. Il est facile de blâmer uniquement les pilotes en les présentant comme trop dépendants de l'automatisation après un tel accident, mais cela occulte de nombreux autres facteurs importants. Parce que l'enquête a également indiqué que la dépendance des pilotes à l'automatisation et le manque de formation pour effectuer des remises de gaz à proximité de la piste, avec les interrupteurs TOGA inhibés, ont eu un impact significatif sur la performance des pilotes. C'était très différent de la façon dont ils avaient été formés et de la manière dont on s'attendait à ce que le système réagisse.
Les pilotes n'ont pas surveillé les changements du FMA lors de la remise de gaz, en partie parce que la compagnie n'exigeait pas d'annonce de ces changements sous 200 pieds et aucune annonce n'était prévue dans les manuels pour cette phase de vol. Il n'y avait également aucun avertissement dans le cockpit indiquant que les boutons TOGA étaient inhibés lorsque le commandant de bord les a actionnés. Et la politique de l'exploitant d'utiliser l'automanette pour toutes les phases de vol ne prenait pas en compte les actions nécessaires des pilotes au cas où l'automanette serait armée mais inhibée après l'atterrissage. Tous ces éléments se sont réunis pendant une phase de vol à charge de travail très élevée qui n'a duré que quelques secondes et ont conduit à l'accident. Des recommandations ont été faites à la compagnie aérienne sur la formation au vol et au CRM pour améliorer la surveillance et éviter la précipitation lors des procédures critiques. Des recommandations ont aussi été adressées à Boeing pour envisager de meilleurs systèmes d'alerte de configuration et la détection du cisaillement du vent lors de l'arrondi. Il a aussi été mentionné que les toboggans des issues de secours ont été soufflés hors de leur position, un fait déjà observé lors d'un autre accident que j'ai couvert sur cette chaîne. Il a été conseillé aux contrôleurs aériens de déterminer le moment optimal pour contacter un avion lors d'une phase critique comme une remise de gaz et d'éviter de les appeler ou de modifier la procédure publiée d'approche interrompue, sauf si cela s'avérait indispensable. Comme vous le voyez, il y a toujours plusieurs maillons dans la chaîne menant à un accident grave. Ces enquêtes sur les accidents sont menées dans un seul but, améliorer la sécurité. Découvrir toute l'histoire et corriger les parties du système concerné, sans simplement attribuer des responsabilités puis passer à autre chose. C'est quelque chose dont je pense que nous devrions tous essayer de nous inspirer et d'appliquer dans de nombreuses situations de notre propre vie. Regardez maintenant la vidéo suivante qui raconte une histoire vraiment intéressante ou consultez cette playlist. J'apprécie vraiment toute l'aide et le soutien que je reçois de ma formidable équipe Patreon et si vous voulez en faire partie, utilisez le lien dans la description ci-dessous où vous pouvez aussi soutenir la chaîne en achetant des produits dérivés. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.